Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. La campagne de vaccination de tous les espoirs poursuit son élan dans les 4 coins du royaume. Après avoir dépassé la barre de vaccinés, le Maroc accélère la cadence pour réaliser les objectifs escomptés. Nous suivrons un reportage à Tamslouht, province de Marrakech. Usage légal du cannabis. Le Maroc a examiné la question la semaine dernière pendant la réunion du Conseil du gouvernement. Un projet de loi est sur les rails pour ouvrir la voie à de réelles opportunités économiques mais aussi sociales. La communauté internationale célèbre ce 3 mars la journée mondiale de la vie sauvage, l'occasion de mettre en avant le potentiel exceptionnel dont regorge le Maroc. Notre pays est classé 2e à l'échelle de la Méditerranée après la Turquie en matière de biodiversité. Bonsoir, nouveau soutien à la première cause nationale. Plusieurs personnalités canadiennes appellent le président américain Joe Biden à appuyer la décision de son pays reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. Dans une lettre adressée au président américain, les signataires assurent que cette reconnaissance est l'aboutissement non pas de quelques années ou de quelques décennies, mais de plus de 3 siècles qui ont rendu naturel un tel acte de juste amitié. Ce conflit artificiel a trop duré et il a porté atteinte à la liberté et à la dignité humaine de milliers de Marocains séquestrés dans les camps de la honte à Tindouf sur le territoire algérien, précisent les signataires en notant l'urgence de mettre un terme à ces conditions inhumaines. Vaccin anti-Covid-19 pendant que les personnes de 60 ans et plus et celles atteintes de comorbidité reçoivent leur toute première dose, eh bien celles en première ligne du combat contre l'épidémie reçoivent leur 2e dose actuellement. La cadence s'accélère partout au Maroc pour réussir ce grand défi sanitaire et atteindre l'immunité collective. Reportage à Tamslouht, province de Marrakech, avec Mohamed Aïtchgar et Hassan Miskour. Ali a déjà bénéficié il y a 3 semaines d'une première dose. Il revient dans le même centre de vaccination pour la 2e injection. Il revient exactement le jour J qui lui a été confirmé par SMS. Le protocole d'accueil et de prise en charge par l'équipe de vaccination est bien rodé. L'adhésion des bénéficiaires est réellement exemplaire. J'ai reçu la première dose il y a 21 jours. Je viens compléter la vaccination. Nous sommes tous très conscients de l'importance de cette 2e dose pour renforcer l'immunité des citoyens et pour protéger tout le monde du coronavirus. Dans ce centre de Tamslouht, dans la banlieue de Marrakech, dès la prise de la première injection, chaque bénéficiaire est informé de la date de la 2e injection. Si vous ne vous faites pas vacciner pour la 2e dose, vous ne serez pas immunisé contre le coronavirus. Nous avons vacciné 1400 personnes pour la première dose et 382 personnes pour les 2 doses. La campagne se déroule dans de bonnes conditions. L'adhésion des bénéficiaires est très grande. Pour la 2e dose, 100% des personnes concernées se sont présentées au centre de vaccination. Le protocole de vaccination est très clair. 2 doses à intervalles précis, 4 semaines pour AstraZeneca, 3 semaines pour Sinopharm. Et justement, l'horloge vaccinale avance à un rythme très soutenu. 3 745 173 Marocains ont été vaccinés à ce jour, pendant que 360 689 autres personnes ont reçu jusqu'ici leur première dose. Et durant ces dernières 24 heures, 594 nouveaux cas ont été enregistrés. 8 décès sont malheureusement à déplorer. Et puis 57 personnes ont guéri du Covid-19. Les cas actifs continuent pour leur part leur baisse, fort heureusement. 5 675. Les cas graves ou critiques se chiffrent pour leur part à 379. 62 nouveaux cas de plus pendant ces dernières 24 heures. 20 patients sont intubés. Et puis 234 autres sont sous ventilation non invasive.
Depuis tout juste une semaine, le Conseil du gouvernement a commencé l'examen d'un projet de loi sur la légalisation du recours au cannabis à des fins médicales et thérapeutiques. La dépénalisation devrait en fait ouvrir la voie à de réelles opportunités économiques et sociales, et cela pour de nombreuses populations. Une aubaine pour des secteurs clés comme la médecine ou encore l'industrie pharmaceutique. Amin Sharqawi, Saïd Najeh et Iman Ablou pour le commentaire. Elle se présente sous forme de fleurs, de feuilles, de résine ou d'huile, communément appelée cannabis, une plante à usage multiple. Sa consommation est illégale, mais ses vertus thérapeutiques sont avérées. Au Maroc, l'exécutif se penche sur un projet de loi pour trouver un cadre légal dans la perspective d'une exploitation exclusive à des fins médicales et industrielles. Une dépénalisation aux enjeux économiques et sociaux. Le fait que le gouvernement s'apprête à légiférer sur l'usage légal du cannabis est une nouvelle réjouissante. Il faudra élargir le débat avec la population, spécialement celles qui sont directement concernées ou impactées par la culture du cannabis et son exploitation pour un développement à forte valeur ajoutée. Il y va certainement de l'amélioration des conditions de vie de ces populations. C'est une véritable opportunité pour les populations du Nord et du Rif en particulier en vue d'un réel décollage économique. Il s'agit de trouver des alternatives pour le développement dans les cadres de la culture et l'exploitation du cannabis, en dehors évidemment de tout usage illégal. Depuis une vingtaine d'années, plusieurs États ont assoupli leur législation sur la consommation du cannabis, un usage soumis à de nombreuses restrictions, pour des raisons médicales essentiellement, pendant que les recherches scientifiques en la matière avancent pour mieux comprendre les effets de cette plante, ses bienfaits et ses risques sur la santé. Certaines études scientifiques menées dans 6 filières médicales ont montré, preuve à l'appui, que le cannabis est assez efficient dans le traitement de certaines maladies, comme la sclérose en plaques. Il peut également soulager les douleurs dont souffrent les personnes atteintes de cancer. Il va falloir que la science pousse encore la recherche dans ce domaine. Le cannabis a certes des propriétés connues en tant qu'anti-inflammatoire, anxiolytique, antidépresseur. Un usage réglementé aura certainement un impact positif sur la chaîne de production et d'exploitation du cannabis dans ses applications thérapeutiques. Et cette légalisation de l'usage thérapeutique et industriel permettra au Maroc de se positionner sur un marché mondial en croissance annuelle à 2 chiffres, 30%. En décembre dernier, la Commission des stupéfiants des Nations Unies a retiré le cannabis de sa liste des drogues les plus dangereuses. Et toujours en liaison avec la légalisation du cannabis, la substance, sachez qu'elle ne fait en fait plus partie de la liste des stupéfiants de l'ONU. L'organisation onusienne l'a fait en fait retirer du tableau de la Convention unique sur les stupéfiants. Tableau établi en 1961, le cannabis y figurait aux côtés de plusieurs substances mortelles et de drogues spécifiques, y compris la cocaïne et l'héroïne. Plus que cela, la Commission de l'ONU a ouvert la voie à la reconnaissance médicale et thérapeutique du cannabis suite à une série de recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur la marijuana et ses dérivés. Et pour en parler plus longuement, nous avons avec nous en direct de Genève avec un expert international en la matière qui fait partie des grandes compétences marocaines à l'étranger. Il s'agit de Monsieur Khalid Tinesti. Monsieur Tinesti, bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la Global Commission on Drug Policy. Mais nous parlions tout de suite, tout à l'heure plutôt, professeur, de plus en plus de médecins et d'hommes politiques, nous le disions à travers le monde, estiment que la légalisation du cannabis est une des solutions du monde d'après Covid-19. Pouvez-vous tout d'abord nous éclairer par rapport à cela ? Bonsoir madame, et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous et d'être ma Blady. On voit bien sûr tout un nouveau mouvement mondial pour une nouvelle manière de traiter le cannabis. Il est vrai que, par exemple, notre commission globale a été mise en place par d'anciens chefs d'État et de gouvernement qui trouver que la manière dont on gère les substances illégales apporte beaucoup plus de mal en fait à nos sociétés que l'usage de ces substances elles-mêmes et leur danger intrinsèque et donc endogène. Maintenant, on voit cela, ce mouvement vraiment vers la réforme, il vient tout à fait
des résultats des politiques drogue en elles-mêmes. Ces politiques drogue au niveau international ont été mises en place pour éliminer la consommation ou pour la réduire de manière significative. Toutes les données que nous avons, nous voyons que la consommation augmente, que les problématiques liées augmentent et que nous ne répondons pas du tout à cette question et que nous n'arrivons pas à contenir la problématique des drogues. Et donc la prohibition n'a pas pu répondre. C'est ainsi que beaucoup de gouvernements et de pays, et bien sûr la science, préconisent de passer à d'autres mesures de contrôle, comme celle par exemple de la légalisation pour l'usage médical qui a toujours été approuvée par la loi internationale, il faut le rappeler. Donc la loi internationale marche sur deux jambes, celui d'interdire le récréatif et celui de permettre le médical. Mais toutefois, puisque les résultats ne sont pas venus sur le contrôle du récréatif par la prohibition, maintenant on essaie de prendre le contrôle. Les gouvernements prennent la responsabilité en légalisant quelque part. Et puisque vous parlez de prohibition justement, à travers le monde, les initiatives pour la légalisation du cannabis dénoncent en fait les effets contre-productifs de la politique prohibitionniste, vous le disiez. Est-ce que l'argument économique reviendrait en force plutôt que celui sanitaire ? Bien sûr, tout à fait. Je veux dire, ce sont des arguments qui marchent tous ensemble à la base, puisque la prohibition est venue vraiment d'une manière très aveugle, en disant on va tout interdire, on va tout faire disparaître. Le cannabis a un article spécifique dans la Convention de 1961 qui dit qu'il devait disparaître en 1989 du monde pour l'usage non médical. L'usage médical est toujours assuré par les conventions internationales. Donc pour l'usage non médical, non, tout à fait. Mais donc c'est vraiment, comment dirais-je, c'est cette question qui n'arrête pas de revenir et qui n'arrête pas de se poser. Et de savoir, tout marche ensemble en fait. L'économique et le potentiel d'avoir un marché, et bien sûr un marché déjà d'abord chez nous au Maroc pour les patients marocains et pour les malades marocains, et par les producteurs marocains qui ont aussi l'expertise, mais également donc pour l'export dans l'avenir lorsqu'on aura une filière qui sera au niveau, mais également l'aspect social qui coûte très très cher économiquement. Je veux dire, là, si on arrêtait de criminaliser les gens, ça fera, surtout les personnes qui ne font de mal à personne d'autre, ça fera beaucoup d'économies d'échelle pour le système pénitentiaire, pour le système de la justice, pour la police, parce que ça coûte très très cher en fait cette riposte, je parle de la riposte concentrée sur les consommateurs, etc., pas les grands criminels qu'il faut toujours poursuivre et les trafiquants. Donc voilà, donc il y a bien sûr le potentiel de la plante elle-même et de son marché médical et industriel pour le non psychoactif, mais il y a aussi donc les économies d'échelle à faire sur la manière dont on fait aujourd'hui. Donc deux secteurs majeurs peuvent en sortir grand gagnants, mais si l'on met l'accent plutôt sur le volet sanitaire uniquement et à titre personnel, qui impliquerait naturellement la protection de notre jeunesse et qui la place au cœur d'ailleurs des débats et des priorités, comment parvenir justement à cela avec des mesures concrètes ? En fait, on a un très très grand problème aujourd'hui avec comment on fait de la prévention. Nous disons aux jeunes, si vous touchez à du cannabis, vous allez finir comme un grand drogué, vous allez passer à des drogues plus dures, vous allez passer à l'héroïne, etc. Et on n'a aucune preuve scientifique que le cannabis est ce qu'on dit en anglais une getaway drug, donc une drogue qui fait un pont vers d'autres choses. Il n'y a aucune évidence ni preuve scientifique. Il y a aussi la prévention où on parle de choses qui n'ont aucun lien avec la réalité de ces jeunes lorsque eux-mêmes expérimentent la substance. Donc il faut revenir vers de la prévention qui est liée aux gens, à leurs propres expériences. Nous parlons de 3 niveaux de prévention. Un premier, c'est de faire que les gens ne consomment jamais. Un deuxième, si jamais ils consomment, de s'assurer qu'ils ne tombent pas dans la dépendance et la toxicomanie et l'addiction. Et le troisième est d'éviter vraiment, même s'ils tombaient dans la dépendance, qu'ils puissent avoir des comportements risqués, qu'ils puissent avoir la transmission du VIH, etc., en utilisant du matériel d'injection déjà utilisé par quelqu'un d'autre, etc. Donc la prévention, un énorme chantier qui doit aller de pair avec tout cela. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Global Commission on Drug Policy, Monsieur Khalid Tinassi. Merci pour cet éclairage. Merci. Merci à vous, madame. 900 millions de dirhams, c'est le budget alloué à un grand programme de développement socio-économique au profit de la province de Jarada. Programme ambitieux visant la promotion de la création d'emplois. Plusieurs secteurs sont concernés, notamment l'agriculture et l'industrie. Rachid Latabi et Zakaria Mokhilbillah. C'est la première unité industrielle installée à Jarada, dans la nouvelle zone d'activité. La plateforme intégrée de traitement des crevettes est édifiée sur une superficie de 7000 m². L'usine est spécialisée dans le décortiquage de petites crevettes grises en provenance des Pays-Bas. Un nouveau vivier de l'emploi au profit des habitants.
Auparavant, je n'avais pas d'emploi. Nous nous réjouissons de la création de cette usine, car nous avons aujourd'hui un travail et un revenu. Et la réalisation de cette unité a nécessité un budget de 15 millions de dirhams. Ce projet fait travailler une main-d'œuvre importante au niveau de la province. Dans les périodes de pointe, l'usine compte quelques 1500 employés et en temps normal environ 800. Le plan de développement de la province de Jarada entend promouvoir l'industrie et l'investissement via la mise en place de zones d'activité économique et le soutien aux porteurs de projets, la réalisation d'infrastructures de proximité est le deuxième axe de cet ambitieux programme. Ce complexe sportif a été construit par la société Al Omran, doté d'un budget de 8 millions de dirhams. Ce projet est dans les dernières phases de réalisation. Il apportera une bouffée d'oxygène aux jeunes de la ville et permettra d'améliorer les conditions de vie des habitants. La réhabilitation urbaine et environnementale n'est pas en reste. Initié il y a 2 ans, le plan de développement de la province inclut 21 projets avec un coût global de 900 millions de dirhams. Une dynamique économique active pour favoriser l'emploi et l'investissement et redonner espoir à la population locale. La direction la Côte d'Ivoire où le projet d'aménagement de la baie de Cocody par l'agence marocaine Marchika Med avance à grands pas. Les ouvrages maritimes sont désormais achevés. Les autres travaux passent pour leur part à une vitesse grand V. Un modèle de coopération sud-sud et de transfert du savoir-faire marocain. Sur place, le reportage de Madame Smrir et Abdelali Riyad avec un retour à Zakaria Mokilbillah. Par l'achèvement des ouvrages maritimes, un grand pont du projet de l'aménagement de la baie de Cocody est mené à bon port. Lancé en 2016, cette partie du méga chantier est aujourd'hui finalisée. D'autres chantiers le sont également. C'est le cas du dragage de la baie et de la réalisation de la marina. Comme vous voyez, les travaux dans les différents chantiers avancent à grands pas. Il y a la réalisation d'une embouchure à Grand Bassam et le chantier du pont reliant Cocody au plateau. Le carrefour de l'Indénié, autre pilier du projet qui a pour but de faciliter le déplacement à l'intérieur de la ville. C'était un point noir de la circulation au niveau de cette zone. Aujourd'hui, une société marocaine se charge des travaux de réhabilitation. Auparavant site pollué situé à proximité du centre d'affaires d'Abidjan, la baie de Cocody est à présent un point attractif. La société Marchika Med, chargée des travaux de valorisation et d'aménagement paysager, déploie son expertise pour finaliser le projet dans les délais prescrits. Franchement, avec le projet Mohamed VI, ça va permettre le coin un peu d'être encore plus joli et puis ça va rendre le pays encore plus joli encore et puis ça va nous permettre de recevoir des touristes encore pour venir visiter le coin, tout ça. Inauguré en 2015, le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody entend favoriser la mise en place d'un cadre environnemental et socio-économique selon un modèle urbain cohérent et inclusif. Un exemple de la confiance et de l'amitié entre le Maroc et la Côte d'Ivoire dans le sillage de la coopération sud-sud. Peu de Marocains le savent, ils sont peu à savoir que des espèces rares et uniques comme le serval, le caracal ou encore le vautour percnoptère existent toujours au Maroc et que le royaume est d'ailleurs, tenez-vous bien, le deuxième en matière de biodiversité riche et diversifiée à l'échelle de la Méditerranée après la Turquie. Une fierté bien sûr à mettre en avant en cette journée mondiale de la vie sauvage que le monde célèbre ce mercredi 3 mars. Pour protéger la vie sauvage, il faut d'abord la connaître. Éclairage tout de suite avec Dominique Orlando. L'humanité aurait-elle oublié à quel point nous avons besoin de la nature pour notre survie et notre bien-être ? Pour ne pas avoir ni à l'occulter ni à l'oublier, les Nations Unies ont décrété en ce sens plusieurs journées de sensibilisation tout au long de l'année. La journée mondiale de l'environnement le 5 juin par exemple, ou celle de la vie sauvage ce 3 mars, événement désormais célébré depuis l'année 2014. Cette biodiversité terrestre, sauvage, il joue des rôles essentiels pour la pérennisation des fonctions écologiques des écosystèmes. Il a aussi des fonctions et des rôles dans le développement des activités socio-économiques, de survie pour les populations locales.
mais aussi des jeux, et joue un rôle dans les équilibres écologiques, environnementaux, surtout en période de changement climatique. Le changement climatique, l'agriculture intensive, le braconnage ou encore les pâturages excessifs sont autant de problèmes qui menacent la biodiversité et la vie sauvage. Au Maroc, une dizaine de parcs naturels et un réseau de plusieurs dizaines d'aires protégées ont été mis en place comme autant d'outils de conservation qui permettent de protéger ce qui reste de ces écosystèmes uniques. Le département des eaux et forêts, le parc national, prévoit une stratégie de réintroduction des espèces disparues telles que le porc-épic, le cerf de berberie et le mouflon. On va les introduire au niveau du parc national. Et pour les espèces vulnérables, le département crée des zones naturelles protégées afin de préserver le milieu de vie de ces espèces menacées de disparition. Comme ça, on peut développer ces espèces et revenir à l'état naturel et en nombre naturel qui était avant au niveau du parc national différent. Pour donner du sens à cette quête naturelle, il est important d'inculquer notamment aux plus jeunes une meilleure connaissance de ce qu'est l'histoire biologique du Maroc, de ses arbres, de ses mammifères, de sa vie sauvage, car ce n'est qu'en connaissant l'espèce menacée qu'on peut raisonnablement la protéger. Art et culture et cap sur Londres. Londres, une toile de l'ancien Premier ministre britannique Winston Churchill représentant le minaret de la mosquée de Koutoubia à Marrakech a été présentée aujourd'hui aux enchères Christie's, peinte par Churchill lors de sa visite au Maroc en 1943 pour prendre place à la conférence historique d'Anfa. La toile est évaluée à plus de 2 millions d'euros aux enchères. L'ex-premier ministre britannique avait offert ce tableau à Franklin Roosevelt alors que l'un de ses fils des fils de ce dernier ne le vendent dans les années 50. Il a été ensuite revendu à plusieurs reprises avant d'arriver entre les mains de l'actrice Angelina Jolie qui l'a proposé aujourd'hui d'ailleurs aux enchères. Il s'agit, précisons-le, de l'œuvre la plus importante de l'ancien Premier ministre britannique compte tenu bien sûr de son lien étroit avec l'histoire du XXe siècle. En tout cas, c'est une jolie manière de promouvoir la destination Maroc et de faire voyager l'histoire millénaire d'une ville extraordinaire comme Marrakech. Et c'était le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.